Alors, petite présentation rapide. Donc nous, moi je travaille je suis le cofondateur du cabinet de consulting Limpide et je suis en charge des relations fournisseurs notamment. Donc matin, midi et soir, je travaille avec des fournisseurs d'électricité, de gaz pour renégocier des offres pour nos clients. D'ailleurs, j'ai vu que parmi vous, il y a quelques sociétés avec lesquelles on travaille, notamment la société Tech Power et Monsieur Corsetti qu'on connaît bien via notre consultant Maxime. Donc voilà, il y a peut-être plusieurs gens qui nous connaissent déjà. Mais pour les autres, on est un cabinet de conseil qui se charge en fait de toutes les optimisations contractuelles sur la partie énergie. Donc optimiser le prix de fourniture, donc la partie vraiment achat, la partie taxe, puisqu'on verra plus tard qu'il est possible d'exonérer une partie de ces taxes, et la partie acheminement. Donc ça va plutôt concerner les très gros consommateurs quand on parle de plusieurs gigawattheures de consommation à l'année. Donc voilà pour la présentation. Donc, au programme, qu'est-ce qu'on va voir? Dans un premier temps, un petit rappel sur comment fonctionnent les marchés de l'électricité et du gaz naturel, les types d'offres de fourniture auxquelles vous pouvez prétendre en tant que consommateur professionnel, la partie timing qui est très importante sur les marchés, surtout quand ils sont volatiles en ce moment, les possibilités d'accompagnement et puis l'idée de voir quels sont les différents interlocuteurs avec lesquels vous pouvez travailler pour avoir une expertise sur le sujet, toutes les optimisations autres qui sont possibles, et enfin les perspectives sur 2023 avec les problématiques qu'on a soulevées et puis les zones d'ombre sur lesquelles on va discuter brièvement en fin d'échange. Et enfin, on aura une petite session questions-réponses. Donc, je pense qu'on va se laisser 3/4 d'heure pour la partie présentation et à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour les questions-réponses. C'est ce qu'on avait convenu avec Jean-François. Si jamais ça déborde, n'hésitez pas, ou s'il y a besoin de faire un petit peu plus long, il n'y a pas de problème. Donc, voilà un petit peu pour le menu du jour. Donc, partie 1, on va faire un petit rappel très théorique et très rapide sur le fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel en France. Donc, sur la partie marché, il faut d'abord comprendre ce que c'est les marchés à terme. Alors, un marché à terme, c'est un marché où on commande aujourd'hui pour une livraison ultérieure. Donc, je peux commander aujourd'hui, le 8 décembre 2022, ma consommation d'électricité pour 2023 ou 2024 ou 2025. Donc, sur les marchés à terme, il y a ce qu'on appelle un base load. Donc, en fait, c'est le prix que coûte une consommation régulière tout au long de l'année, donc 24 heures par jour, voilà, sans particularité, on va dire. Ensuite, sur ces marchés à terme, il y a ce qu'on appelle le peak load. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle la période d'heure pleine et de pointe. Donc en fait, c'est le prix que coûte un bloc d'électricité sur les périodes très demandées. Et donc enfin, ces produits-là, ils vont se décliner sur différentes périodes. Donc sur les marchés à terme, on peut bloquer à n'importe quel moment un trimestre de consommation, un mois, une semaine ou même des jours ultérieurs. Alors vous, en général, vous ne serez pas forcément concerné par des réservations de puissance électrique ou de gaz à la journée, mais c'est bien de connaître un petit peu la théorie. Et en opposition à ces marchés à terme, il y a ce qu'on appelle les marchés spot. Alors ça, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde, mais pour faire simple, le marché spot, il y a une consommation qui arrive juste après la commande. Donc, il y a ce qu'on appelle le spot within a day, c'est-à-dire on commande aujourd'hui, tiens, il est 15h40, on commande et ça va être consommé à partir de 16h. Ou il va y avoir les marchés spot qu'on appelle day ahead, donc un jour en avance. Donc, on a le prix d'aujourd'hui pour une livraison demain. Donc, vous voyez, il faut vraiment comprendre la différence entre les marchés à terme où on commande aujourd'hui pour une livraison très lointaine dans le temps et les marchés spot où, entre la commande et la consommation, il se passe quelques heures ou quelques jours. Voilà. Donc ça, c'est un point très important, d'autant plus que sur la partie électricité, comme vous le savez, l'électricité ne se stocke pas. Donc, vous ne pouvez pas acheter un stock de mégawattheures et puis vous dire je vais consommer comme bon me semble. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment cette notion de marché à terme. Donc voilà, et puis on reviendra un petit peu plus tard sur les courbes. Hein. Donc là, j'en avais mis une petite, mais c'est peut-être pas très lisible. On va s'y attarder un petit peu plus tout à l'heure. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai pris... Merci JC pour le thé. Je ferai un petit break à un moment si je parle trop. Donc on va avoir la clôture d'hier, les prix qui ont été constatés sur les marchés. Donc en fait, vous voyez sur la colonne de gauche, il y a ce qu'on appelle le produit, donc, qui va être temporalisé. Donc vous voyez, il y a l'année N+3, donc ça correspond à l'année de livraison 2025. Les quarters, plus 1, 2, 3, 4, donc ça c'est les trimestres. Donc j'ai mis dans la deuxième colonne l'équivalent vraiment dans le calendrier civil.
Et puis, donc, troisième colonne, les prix qui concernent l'électricité pour ces produits-là. Et la dernière, idem pour le gaz. Donc, quelques constats très rapides. Vous voyez déjà que l'électricité, on est sur des prix beaucoup plus affolants que sur le gaz, paradoxalement, en ce contexte de guerre en Ukraine. On reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Et puis surtout, c'est là qu'il y a une vraie logique de temporalité, c'est-à-dire que le prix, surtout sur l'électricité, est très dépendant des saisons. Vous voyez, sur le gaz, que vous commandiez votre premier trimestre, deuxième, troisième ou quatrième de l'année 2023, tout va être à peu près kiff-kiff au même prix. Là où sur l'électricité, il va y avoir les périodes hivernales qui vont être extrêmement chères. Alors, le Carter 1, on va avoir surtout janvier, février qui font très, très mal. Le Carter 2, on est sur du printemps et de l'été, donc tout va bien. Carter 3, on est sur l'été et le printemps, donc, l'été et l'automne, donc on a des prix pareils qui sont comme le Carter 2, et le Carter 4, où là, on va avoir octobre, novembre, décembre, donc les mois d'hiver où il y a une forte consommation, donc les prix vont être mécaniquement plus élevés sur les marchés à terme. On mettra en perspective tout ça avec l'historique. Là, c'était vraiment à la clôture d'hier soir qu'on ait un petit peu l'idée des prix qu'il y a sur le marché. Et puis, on verra ça un petit peu plus tard. Il y a une vraie logique temporelle, c'est-à-dire, vous voyez, en électricité, si vous achetez aujourd'hui, la clôture d'hier, votre électricité pour 2023, ça va coûter sur le marché 465 €. Et si vous achetez pour 2025, ça va vous coûter quasiment 2,5 fois moins cher. Donc, il y a un vrai sujet de à partir de quel moment vous topez vos prix et quelle est la période de livraison que vous souhaitez, entre guillemets, protéger. Est-ce que vous pouvez nous donner une référence de prix 2021, par exemple, pour comparer? Alors, la période 2021, par exemple, si on était dans la période Covid, donc de mémoire, le Covid, c'était en février-mars 2020. À l'époque, donc en février-mars 2020, on pouvait acheter 2021 autour de 40 € du mégawattheure en électricité. Donc en gros, là, on est sur un x10. Je pense que tous ceux qui sont confrontés à des renégociations récemment, voilà. Alors le x10, là, on parle vraiment de la fourniture. Vu qu'en général, la fourniture, c'est X% du budget TTC, quand votre fourniture fait x10, le budget TTC ne fait pas x10, il va faire x7 ou x8. Juste une question, pourquoi 2025 on divise par 2 par rapport à maintenant? C'est quoi la raison, je ne sais pas comment on dit, macroéconomique, qui fait que ça baisse? Alors la raison la plus simple pour expliquer ça, c'est qu'en fait, là, on est en pleine période de crise et la crise touche surtout le court terme. Et on verra un petit peu plus tard qu'en fait, ce qui emmène des prix d'électricité très élevés, c'est les problèmes liés aux centrales nucléaires, où là, effectivement, ça patine. Donc, c'est ce qui fait que le court terme est beaucoup plus cher que le long terme. Et c'est ce qui, dans un certain sens, peut nous donner un petit peu d'optimisme. C'est que quand on voit que l'année N+3, elle est 2,5 fois moins chère, on se dit qu'à un moment, la crise, voilà, on va en sortir. Ça va prendre un petit peu de temps. 200 €, par rapport à 40, c'est pas une sortie. Voilà. Toute la question qui va se poser, c'est qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, acheter l'année N+1 à 465 €, c'est hors de prix du fait de la crise. La question, c'est quel est, dans le monde d'après, le prix normal qu'on peut attendre pour un mégawattheure d'électricité. Alors, c'est sûr que ce ne sera plus jamais 40 € du mégawattheure comme on l'a connu pendant le Covid. C'est sûr que ce n'est pas 465 € comme aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'un prix normal dans le futur, ce sera 100, 150, 200, 250, 300 ? Et alors là, c'est l'avenir qui nous le dira. Je suis plutôt pessimiste, on verra ça un petit peu plus tard, mais pas forcément vous apporter des bonnes nouvelles. Donc voilà pour la partie prix. Juste pour faire un petit récap sur les facteurs, il y en a des multitudes, mais on va voir les principaux facteurs qui impactent le prix du gaz naturel. Alors c'est principalement la géopolitique, puisque le gaz, on ne le produit pas en France, on l'importe. Deuxièmement, la découverte de nouveaux gisements, c'est ça qui va permettre d'abreuver le marché mondial de plus gros volumes. Il va y avoir également la demande au niveau mondial, vu qu'on est sur un marché mondialisé. Dès que la croissance économique repart en Chine, ça va doper la consommation, donc ça va tirer les prix vers le haut. Les températures, donc nous, effectivement, c'est quelque chose qu'on suit énormément en ce moment. Si on est sur un hiver doux, effectivement, moins de consommation au niveau national, vu que le gaz, il y en a une grosse partie, c'est les ménages pour le chauffage. Donc plus les températures sont douces, moins ça consomme et plus ça allège les prix. Et enfin, dernier point, la partie stockage, parce que n'oublions pas qu'en gaz, dans toute l'Europe et en particulier en France,
on stocke à peu près un quart de notre production, enfin de notre consommation hivernale. Donc en fait, tous les ans, à partir du printemps, dès que l'hiver est terminé, on commence à stocker des volumes en prévision de l'hiver prochain. Donc ça, c'est très important à garder en tête pour essayer de faire des extrapolations des prix qu'on va voir par la suite. Pour l'électricité, c'est un petit peu différent. Donc le principal, ce qu'on va appeler driver, ça va être l'état du parc nucléaire. Alors en ce moment, c'est la catastrophe parce qu'il y a à peu près la moitié des réacteurs qui sont à l'arrêt. Et donc, effectivement, ça pénalise les prix. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est la zone en Europe où le mégawattheure est le plus cher. En Belgique, un mégawattheure d'électricité pour 2023, c'est 100-150 € moins cher que chez nous. Donc quasiment un tiers de moins. Donc nous, la France, voilà, dernier élève de la classe, le bonnet d'âne, pas dire comme d'habitude, mais comme bien souvent. Deuxième facteur, la capacité de production via les énergies renouvelables, donc tout ce qui va être ressources en eau, en vent et en soleil. Donc là, pour l'instant, c'est assez compliqué parce qu'avec la sécheresse de cet été, les barrages hydroélectriques ont été moins remplis que l'année précédente. Donc ça fait une ressource en moins pour la production, ce qui tire effectivement les prix vers le haut. Les températures, puisqu'effectivement l'électricité, pareil, ça sert pour le chauffage et pour tout un tas d'usages. Donc plus il va faire froid, plus on va consommer. Autre driver important, le prix du CO2. On l'oublie trop souvent, mais en fait, depuis qu'il y a eu tout un tas de réformes au niveau européen, le prix du CO2 en bourse a un impact direct en fait sur le prix de l'électricité. Donc les courbes sont quasiment corrélées. Il y a eu un vaste mouvement de spéculation pour des dernières années sur ce marché qui venait de se créer. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau marché qui se crée en Europe, voilà, il y en a qui s'en mettent un petit peu plein les fouilles. Ça a été le cas pour le CO2 et maintenant ça tend à se stabiliser. Donc est-ce que ce sera durable? On l'espère. Et enfin, le dernier point, qu'est-ce qui va driver le prix de l'électricité? C'est surtout le prix du gaz. Je pense que vous l'entendez très souvent aux informations, l'électricité, le marché a été construit sur le prix du gaz. Alors, je vous passe les mécanismes, mais du coup, mécaniquement, si le gaz est à un prix élevé, produire de l'électricité à base de gaz, ça va être hors de prix, et c'est ça qui va driver le prix de l'électricité sur le marché. Donc voilà pour la petite partie un peu théorique. Donc, partie numéro 2. Là, on va s'atteler à quelque chose d'un petit peu plus concret. On va voir pour vous, en tant que consommateur, quelles sont les possibilités que vous avez en termes de contrats, de fourniture d'électricité et de gaz. Donc là, pareil, on va faire un petit peu de théorie, mais aussi un peu de pratique. Donc, premièrement, je vais passer vite, les tarifs réglementés de vente. Alors, ça ne concerne pas grand monde, puisque les conditions sont strictes. C'est pour les entreprises de moins de 10 personnes, avec moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'avantage, c'est que c'est un tarif fixé par l'État et en ce moment qui est protégé par le bouclier tarifaire. Donc, tous ceux qui sont au tarif réglementé, ils sont protégés et ils sont bien contents. Donc, ils ont des hausses limitées à 15% pour l'année prochaine. Pas de bol, ça, c'est pour les compteurs qui ont moins de 36 kVA de puissance. Donc, autrement dit, même un boulanger, il a un compteur qui va consommer plus que ça. Donc, ça, c'est vraiment un cas marginal. Je pense que chez vous, à part peut-être dans certaines usines, des fois les bureaux qui sont sur un compteur de cette nature, mais sinon, ça représente 3 fois rien normalement dans une entreprise industrielle. Deuxième point, les offres de marché. Alors ça, on en a eu énormément au cours des dernières années parce qu'en fait, ça permet d'avoir un prix fixe pendant toute la durée du contrat. Et en fait, le fournisseur achète au moment de la signature du contrat le volume prévisionnel du consommateur pour la durée du contrat sur les fameux marchés à terme. Et c'est ce qui garantit que le consommateur il va pouvoir avoir son prix fixe qui a été signé le jour de la signature de son contrat. Et ça lui fait une véritable couverture. Alors, à l'époque, on pouvait signer des contrats jusqu'à 4-5 ans à prix fixe. En général, 4-5 ans, c'est ce qu'on va appeler l'horizon. C'est-à-dire, si vous avez un contrat qui commence dans 4 ans, il ne va pas pouvoir faire 4 ans, parce que sinon, ça nous amène jusqu'à 2027, 2028, donc ça, ce n'est pas possible. En général, l'horizon de cotation des fournisseurs, ça va être plus 3, 4, 5 ans selon les fournisseurs. Je passe rapidement, parce qu'en fait, ça, dans la faune et dans la flore de l'énergie, ça n'existe quasiment plus. Une offre qui est très, très sollicitée en ce moment, c'est les offres indexées sur les marchés. Aujourd'hui, si on bloque aujourd'hui le prix pour 2023-2024, c'est un niveau très élevé. Donc en fait, certains se disent, moi je fais le pari que les cours vont dégringoler, donc en fait je vais prendre une offre indexée sur les marchés. Si les marchés baissent, mon budget il va baisser. Si les marchés montent, j'ai fait le mauvais pari et là mon budget va exploser. Donc, c'est possible en gaz et en électricité. Alors, il y a souvent des seuils de consommation. Quelqu'un qui a 10 000 euros d'électricité ou de gaz ne va pas pouvoir automatiquement avoir accès à ce type d'offre. Chaque fournisseur met ses contraintes. Et donc, les prix de l'énergie peuvent être indexés sur plusieurs produits. Donc, soit sur le spot journalier, soit sur le spot day ahead.
donc c'est-à-dire 30 jours de consommation dans le mois avec 30 prix différents sur votre facture. Il peut y avoir des fournisseurs qui vous font une espèce de micmac en prenant le prix à chaque fois pour le mois suivant. Et chacun fait un petit peu sa tambour. Donc là, il y a 40 000 options. Chaque fournisseur peut vraiment mêler les produits qu'il souhaite dans son indexation. Et c'est pour ça que quand on prend une offre indexée sur quelque chose, l'important, c'est de bien comprendre le sous-jacent sur lequel l'offre est indexée. Alors, le fonctionnement, il est simple en termes de contrat. C'est que vous signez un contrat avec une formule mathématique qui dit que le prix de vente que vous allez avoir sur votre facture, c'est le prix du marché, donc le prix du sous-jacent, donc soit le spot journalier, le spot day ahead, etc., plus ce qu'on appelle un P0. Le P0, c'est la marge du fournisseur. Donc là, au moins, c'est transparent. Donc, si le marché il est à 200 € du mégawattheure et que le P0 il est à 10 €, et le consommateur va payer 200 plus 10, 210 €. Et donc, au fur et à mesure que le sous-jacent va évoluer, la facture du consommateur final va évoluer. Donc ça, pour ceux qui parient sur une baisse des cours, c'est un bon outil. Par contre, ça fait des budgets qui sont totalement non maîtrisés. Donc là, c'est assez compliqué quand on a des grosses consommations de se dire que le budget peut faire x3 ou divisé par 3 quand bien même on a signé quelque chose. Et je vais m'attarder un petit peu plus sur ce qu'on appelle les offres ARENH, parce que là, je pense qu'en électricité, tout le monde a entendu parler de ce fameux mécanisme ARENH. Donc l'ARENH, c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Et donc, en fait, c'est un dispositif mis en place par l'État français qui existe jusqu'en 2025 et qui implique un prix régulé de 42 € par mégawattheure qui est fixé par l'État, en l'occurrence la CRE, Commission de régulation de l'énergie. Donc, dans ce mécanisme, il y a 100 TWh d'électricité qui sont réservés à ce prix régulé. Donc, 100 TWh, c'est un quart de la production d'EDF, donc c'est quand même assez conséquent. Pour le consommateur, le droit en ARENH qu'il va avoir, c'est un pourcentage de son approvisionnement. Parce que voilà, ce n'est pas 100% de l'approvisionnement qui est en ARENH. En général, ça va être 50, 60, 70%. Et ça va dépendre de l'historique de consommation du consommateur. Je vous la fais simple. En gros, c'est ceux qui consomment plutôt sur les heures creuses et en été. Mais bon, je vous épargne les détails parce que dans la réalité, il y a aussi quelque chose qui varie en fonction des fournisseurs. Où là, employer le mot. Banquiers ne... Pardon ? C'est comme les banquiers qui ne prêtent qu'aux riches. Exactement. Ils n'en ont pas besoin. Étant donné que l'énergie est en train de se financiariser, clairement, des parallèles comme ça, on va pouvoir en faire beaucoup. Donc là, dans la réalité, ça va vraiment dépendre des fournisseurs. Certains font ce que moi j'appelle des popotes. C'est-à-dire qu'on va avoir un fournisseur A qui, pour un client, va donner 80% d'ARENH, quand l'autre va donner 50%. Là, vraiment, on pourrait rentrer dans le sujet, on pourrait y passer des heures, tellement c'est quasiment surréaliste. Donc, en général, ça va être entre 50 et 80% de la consommation qui est approvisionnée en ARENH, donc avec ce prix régulé. Dans l'industrie, en général, on va être autour des 70-80%, vu qu'effectivement, dans l'industrie, ça tourne beaucoup en général en été et en heures creuses pour ceux qui font les 3-8. Donc, plus vous consommez sur les heures creuses, plus vous avez le droit de l'ARENH. Donc, c'est vrai que dans ce sens-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors, le reste… Oui. J'ai une question. Ça paraît un peu paradoxal ce que vous dites, parce que comment on arrive à 70-80% si c'est heures creuses et l'été, quoi. Pour des industriels, ça colle. Là, je retranscris. En fait, c'est pas si vous avez 60% de votre consommation en heures creuses en été, vous avez droit à 60% d'ARENH. En fait, entre-temps, il y a tout un tas de formules mathématiques avec un coefficient de bouclage. Et en fait, on ne va pas regarder en pourcentage, mais en termes de puissance atteinte pendant ces heures-là. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas trop dans les détails, mais oui, il n'y a pas de corrélation directe entre le pourcentage consommé sur ces heures-là et le droit ARENH. Il y a des coefficients et de la mathématique derrière tout ça. Bref, c'est une embrouille. Mais du coup, attendez, qu'est-ce que ça veut dire que 50 à 70% ou 80% est de l'ARENH? Ça veut dire que 50 à 70% des mégawatts consommés sont au tarif ARENH? Non, ça veut dire que le droit ARENH d'un client est en général entre 50 et 80% de son approvisionnement. C'est ce que je dis. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il consomme 50 à 80% sur les heures creuses en été. C'est qu'après, il y a des coefficients, des ceci, des cela, pour arriver à ce résultat d'avoir le droit à 50 à 80% en approvisionnement. D'accord, c'est quand même assez favorable, quoi.
C'est très, très favorable. Et alors après, c'est là que chaque fournisseur va faire un petit peu ses tambouilles. Il y a des fournisseurs qui vont vous répartir le bénéfice de l'Arenh tout au long de l'année et d'autres qui vont vous faire payer plein pot les heures d'hiver et qui vont vous mettre les heures Arenh seulement sur l'été. Donc, on voit même des fois des fournisseurs qui ont des prix négatifs en été du fait d'injecter tout l'Arenh. Bon, là, je passe les tambouilles parce que ça devient des mathématiques et puis voilà, c'est dans les écuries de chaque fournisseur. Et donc, quand un consommateur il a le droit entre 50 et 80% d'Arenh, la partie manquante, donc mécaniquement entre 30 et 50%, ça va être acheté la plupart du temps sur le marché à terme. Il peut y avoir des fournisseurs qui font des combos où la part qui doit être achetée sur le marché est indexée sur les marchés spot. Donc après, voilà, il y a tout un tas de possibilités. Donc là, je prends un truc très très simple pour vous montrer la. Alors, les mecs qui ferment une semaine, d'autres qui ferment une autre. Sinon, on crée des fermes de minage de bitcoin chez ceux qui ont ça et on revend les bitcoins gagnés pour payer les factures. Donc voilà, là, je vous ai fait une petite illustration avec des camemberts pour voir vraiment l'impact bénéficiaire, on va dire, de l'Arenh entre l'entreprise 1 qui a le droit à 50% d'Arenh et l'entreprise 2 qui a le droit à seulement… non, l'entreprise 2 a le droit à 80% d'Arenh, ça c'est la part jaune du camembert. Donc l'Arenh, c'est à 42 € du mégawattheure et aujourd'hui, le marché est à 450. Donc vous voyez, l'entreprise 2 qui a 80% d'Arenh, mécaniquement, va sortir un prix plus compétitif. Donc ça, c'est la théorie. Donc plus on a d'Arenh, plus ça tire le prix vers le bas. On va voir par la suite qu'en fait, ça va également tirer des problématiques vers le haut. Donc, le premier risque qu'il va y avoir avec les offres qu'on appelle indexées Arenh, le premier risque, c'est que déjà, c'est un prix régulé qui est fixé par l'État. Donc, ce prix peut être amené à augmenter. Et donc, si ce prix augmente, eh bien, en fait, ça va générer un surcoût pour le consommateur final qui a souscrit à l'offre indexée Arenh. Là, je prends un petit exemple. Donc, si le prix il prend 8 € du mégawattheure au niveau de l'Arenh, donc on passe de 42 à 50, eh bien, l'entreprise qui a 50% d'Arenh, son surcoût, ça va être 50% fois 8 €, donc ça fait 4 € du mégawattheure sur toute sa consommation globale de surcoût. Et effectivement, celui qui a 80% d'Arenh, lui, il va avoir un surcoût plus important, donc du coup 6,40 €. Donc, effectivement… J'ai une question. Oui. Les prix que vous citez là, c'est quelle que soit la puissance, c'est-à-dire qu'on soit en basse tension ou en haute tension, les prix sont les mêmes? Ou ça, c'est que des prix haute tension? Oh, ça, pour moi, le domaine haute tension ou basse tension, c'est pas forcément… Ça va impacter le pricing du fournisseur, mais ça ne va pas du tout impacter les droits Arenh. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez, quand on a plus d'Arenh, on est plus exposé au surcoût, mécaniquement. Enfin, il y a le deuxième risque sur lequel je vais un peu plus m'attarder, parce que alors là, vous allez tous être concernés, et c'est là que, j'allais dire, toute l'industrie française est en train de flipper en ce moment. Le problème, c'est que, comme on le disait, il y a 100 TWh de disponibles. Et le problème, c'est que s'il y a plus de demandes que ces 100 TWh, il n'y en a pas pour tout le monde. Et s'il n'y en a pas pour tout le monde, arrive ce qu'on appelle l'écrêtement. Alors ça, c'est un terme technique que je vous invite à retenir, parce que dans le cadre du mécanisme Arenh, c'est extrêmement important. Donc l'écrêtement, c'est quand il y a plus de demandes que d'offres et qu'il y a une partie de la demande qui va être insatisfaite. Donc tous les ans, il y a ce qu'on appelle le guichet Arenh, en général fin novembre, qui permet de recenser les demandes de tous les fournisseurs pour l'année de livraison qui arrive. Donc là, on a eu le guichet Arenh qui s'est tenu fin novembre, on a eu les résultats au 1er décembre pour savoir ce qui va se passer pour l'année civile 2023. Et donc, s'il y a trop de demandes par rapport aux 100 TWh disponibles, l'État il va attribuer le volume Arenh disponible, donc les 100 TWh, au prorata des demandes. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Prenons un exemple pour l'année civile 2023. Donc, c'est exactement les résultats qu'on vient d'avoir la semaine dernière. Donc là, c'est vraiment du frais. Donc, on a 100 TWh disponibles et une demande de 148,30 TWh. Donc, le taux d'attribution, ça va être les 100 TWh disponibles divisé par la demande totale, donc 67%. Et le taux d'écrêtement, donc la partie qui va être non satisfaite, ça va être les 48,30 TWh qui dépassent. Quand on dit l'écrêtement, c'est un peu l'idée de couper la crête. Et donc, ça va être 35%.
J'ai une question. L'année dernière, c'était combien ces taux-là pour 2022? On va voir ça. Voilà, c'est mon petit graphique là qui arrive. Donc, vous voyez, la courbe rouge, c'est les 100 TWh disponibles, avec une petite exception pour 2022, où l'État avait rajouté 20 TWh pour éviter la crise de nerfs au niveau de l'industrie française. Et puis, la courbe bleue, c'est la demande. Donc, en fait, jusqu'à 2017, les prix du marché, ils étaient inférieurs à 42 €. Donc, personne ne demandait de l'Arenh, très, très peu. Et depuis 2017-2018, les prix du marché ont largement dépassé les 42 €. Donc là, tout le monde a recouru massivement à l'Arenh, d'où des demandes qui dépassent à chaque fois le plafond des 100 TWh. Et une demande, c'est pour quel type d'entité? C'est un site ou c'est par exemple un groupe? Non, c'est le distributeur, enfin c'est le fournisseur. Alors, c'est par site. là, pour l'instant, je parle vraiment au niveau national, sachant que en fait, au niveau national, on fait la somme des demandes Arenh de tous les fournisseurs. Chaque fournisseur lui-même fait la somme des demandes de tous ses clients. Et pour un client, on fait la somme des demandes Arenh pour tous les compteurs. Donc, vous voyez, en gros, c'est la logique de poupée russe. Et juste une question, le volume total, c'est combien? Alors, le volume total disponible d'Arenh, c'est 100 TWh, donc la courbe rouge. Non, pas d'Arenh, le volume de consommation total. Ah, en France, on consomme à peu près 450 TWh à l'année. Et la partie industrielle? Et l'industrie, on va dire que c'est un tiers. Donc, en gros, l'industrie demande 100% en Arenh, quoi. En gros, c'est à peu près ça. Alors, dans les demandes Arenh, il y a aussi des fournisseurs alternatifs qui achètent de l'Arenh pour vendre des contrats à des particuliers. Donc, il y a de l'industrie principalement, mais également tous les fournisseurs alternatifs qui demandent des volumes Arenh pour vendre des contrats d'électricité aux particuliers. Donc, c'est un petit peu compliqué d'évaluer dans le lot quelle est la part industrielle et la part, on va dire, ménage, mais c'est vrai que c'est principalement industriel. Voilà, donc je vous fais un petit récap, un petit tableau. Donc la première ligne, c'est le taux d'écrêtement, donc le pourcentage d'Arenh qui manque par rapport à la demande qui a été effectuée pour chaque année. Et puis la deuxième ligne, le taux d'attribution. Donc là, vous voyez, pour l'année 2023, chaque consommateur qui a demandé X% d'Arenh, il a 67% de sa demande qui va être satisfaite en Arenh et 32% qu'il va manquer. Et là, on va voir par la suite qu'est-ce qui se passe pour boucher le trou des 32% qui manquent, 32,57%. Alors, le surcoût qui va impacter tous les consommateurs, en fait, il va dépendre de la part Arenh écrêtée. Donc là, pour cette année, le fameux 37%. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous avez un droit Arenh qui est important à la base, plus vous aurez un gros volume à remplacer, alors que dans l'autre sens, quelqu'un qui a un petit droit Arenh, il va être moins impacté par l'écrêtement. Je vais vous montrer avec des camemberts comment on matérialise tout ça. Donc, vous voyez, on va prendre la première ligne, donc les deux premiers camemberts. Donc, vous voyez, l'entreprise 1, elle avait le droit à 50% d'Arenh, donc la partie jaune, et il y a 50% qui a été signé en bleu à la signature, enfin, qui a été fixé à la signature. Avec l'écrêtement, vous avez en gros un tiers de ces 50% jaunes qui doivent être remplacés. Donc là, c'est la part bleu foncé du camembert, sur la partie droite. Vous voyez, quelqu'un qui avait 50% de droit Arenh, un tiers de 50%, il va y avoir 16,28% de son volume total à racheter sur les marchés via le fournisseur. La deuxième ligne, on va prendre la même chose avec une entreprise qui a un droit Arenh de 80%, donc bien plus important. Donc, étant donné que l'écrêtement, c'est un tiers, et que c'est pour tous les consommateurs la même chose, vu que c'est le taux d'écrêtement au niveau national, vous avez un tiers de 80%, donc ça fait un pourcentage bien plus important, en l'occurrence 26%, qui va devoir être acheté quelque part pour boucher le trou. Donc vous voyez, l'Arenh, plus on en a, plus ça tire les prix vers le bas, mais par contre, plus vous êtes exposé au surcoût, que ce soit le surcoût qui vient du fait que l'État peut revaloriser le prix, ou le surcoût qui vient de l'écrêtement, le fait qu'il n'y ait pas assez d'Arenh pour tout le monde. Donc là, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui aurait 100% d'Arenh, je fais un truc un peu théorique, il serait très, très impacté par l'écrêtement. Et ensuite, on va voir ces volumes manquants, comment on va les remplacer. Alors, le montant du surcoût lié à l'écrêtement, en fait, il va dépendre donc de la part écrêtée, donc ce qu'on voyait, la part bleu foncé dans les camemberts précédemment. Et surtout, il va dépendre du prix des volumes qui vont permettre de remplacer cette partie écrêtée.
Et en fait, tous les fournisseurs ont l'information le 1er décembre de savoir quel est le volume qu'ils doivent compenser, qui ne va pas être satisfait en arène et qui va devoir être acheté sur les marchés. Et donc, ils ont jusqu'au 31 décembre pour préparer ces volumes-là pour l'année civile 2023 qui arrive au 1er janvier. Donc, en gros, les achats des quantités écrétées se font au mois de décembre, ce qui est un peu la pire des périodes parce que d'un point de vue historique, alors on sait très bien que maintenant, il n'y a plus de saison et ça marche très bien pour l'énergie, mais en général, décembre, ce n'est pas la bonne idée. Et aussi, chose qui va impacter le surcoût de chaque consommateur, c'est que chaque fournisseur va acheter différemment les quantités écrétées, donc les volumes manquants d'arène. Et c'est là qu'on va voir, avec les courbes qui vont suivre, que selon votre fournisseur, en fait, vous allez avoir un petit ou un gros surcoût. On va prendre l'exemple de décembre 2021. Donc, voici la courbe entre le 1er et le 31 décembre 2021. Donc, c'est là que les fournisseurs ont dû acheter les volumes écrétés pour l'année de livraison 2022. Et c'est là qu'il y a des fournisseurs qui ont acheté les volumes manquants le 1er décembre, quand le prix du marché était à 169 €. Et d'autres fournisseurs ont acheté les volumes manquants le 22 décembre, quand le marché était à 407 €. Donc, vous voyez, le fournisseur qui va acheter à un prix élevé, ça va générer un surcoût beaucoup plus important pour le consommateur final. Et là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, parce qu'en fait, les fournisseurs ils stipulent dans leur contrat que tous les ans, ils vont acheter les volumes écrétés sur les X premiers jours de cotation. Alors, certains vont tout acheter le 1er décembre, d'autres vont acheter sur les 5 premiers jours de décembre, donc vont acheter régulièrement le volume manquant sur tous les jours de cotation de décembre, et donc du coup, ça fait la moyenne des prix pour limiter un peu le risque. Donc, vous voyez, chacun va un petit peu faire sa popote, sa tambouille, et en fonction que votre fournisseur achète votre volume manquant le 1er décembre ou le 22 décembre, vous voyez que là, c'est le jour et la nuit parce que les prix font fois 2,5. Donc voilà, ça c'était l'exemple de décembre 2021 pour la livraison 2022. Et là, on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous voyez, aujourd'hui, le marché il est à 465 € le mégawattheure. Donc c'est-à-dire que la partie écrétée, théoriquement, elle devait être approvisionnée en arène à 42 €. Et en fait, vu qu'il n'y en a pas pour tout le monde, ce volume-là, il va être acheté à 465 €. Donc ça va générer un surcoût immense qu'on va calculer juste par la suite. Donc, on va faire un petit exemple un peu théorique. Désolé, on va faire des maths à cette heure-là. J'espère que vous avez tous pris un bon café pour suivre. Donc, on va prendre un cas théorique d'un client qui aurait 70% de droit arène. Donc, 70% de son approvisionnement est en arène. L'écrêtement pour 2023, ça c'est une donnée connue. Donc là, ce n'est pas une hypothèse, c'est 32,57%. Donc, le volume qui va être écrété, ça va être 70%, donc son droit arène, fois le taux d'écrêtement au niveau national, ce qui va donner 22,80% du volume total. Voilà, j'essaie de ne pas aller trop vite pour laisser le temps de suivre avec le support. Donc, si les volumes sont rachetés à la clôture d'hier, quand le marché était à 465 € du mégawattheure pour la livraison 2023, le surcoût, ça va être le suivant, c'est le pourcentage de volume écrété, donc les 22,80%, fois le prix du marché auquel c'est racheté, moins le prix auquel c'était censé être valorisé, c'est-à-dire 42 en arène. Et donc là, si on fait le calcul, le surcoût, il va être de 96 € par mégawattheure pour toute l'année 2023. Là, attendez, je ne suis pas d'accord avec votre raisonnement parce que en fait, ça, c'est vous faites comme si les années précédentes, on avait eu 100% 0% d'écrêtage. Or, ce n'était pas le cas. Et donc, nous, typiquement industriels, on compare d'une année sur l'autre. On ne compare pas avec une situation théorique. Donc, cette année, il y avait un volume écrété de 25% ou de 75%. Non, l'écrêtement était 25% et non pas 32%. Ouais. Donc, on a déjà payé du surcoût. Et ce surcoût, si notre fournisseur était mauvais et l'a acheté à 400 €, il était déjà à 400 €. Ouais. Ce qu'il faudrait comparer, c'est votre calcul à vous là, mais le surcoût de cette année par rapport au surcoût de l'an dernier. Et donc, faire 96 moins le calcul de l'an dernier qui était peut-être à 60 ou 50, machin, et donc on va avoir un surcoût finalement, nous, par mégawatt, plus faible que celui-là, puisqu'on va comparer par rapport à l'an dernier et pas par rapport à la situation théorique. Alors, ça on peut le faire pour le jeu.
Moi, c'est vrai que pour l'instant, par rapport à tous nos clients, on s'abstient un peu, enfin, on fait des pronostics un peu à la grosse louche, mais on attend vraiment que que le mois de décembre soit terminé pour avoir la vision sur les prix du mois de décembre. Parce qu'en fait, si les prix s'écrasent et qu'on passe de 465 à 200 euros du mégawattheure, bah, le surcoût va être plus faible que l'année dernière. Si par contre les prix sont à 500 euros, bah, là, le surcoût va être beaucoup plus important. Oui, c'est bien ça. Donc, à la rigueur, la formule L'année dernière, mathématique, si on l'a fait en direct, l'année dernière, l'État a tendu le bras à EDF pour avoir 20 TWh supplémentaires d'AREN. Est-ce que cette année ou 2023, ça va être un peu la même chose ou il n'y a aucune chance? bah, pour l'instant, Non, c'est dans ce milieu-là, on ne sait rien du tout, vu que de toute façon, on est avec des gens qui naviguent les yeux bandés. Donc, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer dans 2 kilomètres là, je pense eux-mêmes ne le savent pas. Donc, voilà, je vous rassure, personne ne sait rien. J'aurais une question. Comment, par exemple, ceux qui ont reçu des offres, je ne sais pas, en septembre, en octobre, en novembre, peu importe, dans la mesure où les quotas AREN sont définis qu'au mois de décembre, comment c'est traité par le fournisseur d'énergie? En fait, si vous signez, par exemple, au printemps, octobre ou novembre, il n'avait pas le montant d'AREN auquel il peut postuler. Donc, comment ils ont fait ou comment ça va se répercuter plus tard? Il y a un théorique et ensuite il est alloué une partie. Ouais, mais quand ils font l'offre avec le contrat, tu as un prix dessus. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand le fournisseur vous présente son offre, il va vous faire un prix théorique qui va être en fait le prix si l'AREN reste à 42 et s'il n'y a pas d'écrétement. Et vu que ça, c'est une donnée qu'on ne saura qu'au mois de décembre, bah, au moment où vous signez le contrat, vous avez une formule mathématique qui vous dit le surcoût sera de tel coefficient plus ça, moins ça, divisé par ça, fois ça. Voilà, des mathématiques. Et ça, vous avez sur la fin d'année. Sur les petits clients, on n'a pas accès à l'information. J'ai essayé d'obtenir EDF, l'information sur la quote-part AREN, on n'arrive pas à avoir l'information. Ouais. Bah, c'est vrai que nous, à titre personnel, on fait très souvent des simulations, c'est-à-dire que nous, dans nos outils, en fait, on peut à tout moment faire des estimations de surcoût, mais en fait, il faut répondre à 3 inconnus. Premier inconnu, quel est le prix de l'AREN? Est-ce qu'on est à 42 ou est-ce que c'est augmenté ou pas? Deuxième facteur, quel va être le taux d'écrêtement? Et puis le point fondamental que là, on ne peut savoir que le 31 décembre, c'est quels ont été les prix sur le marché au mois de décembre, vu que c'est en fonction de ces prix-là que les quantités de remplacement vont être valorisées. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'inconnus qui fait qu'au printemps, vraiment, on ne peut rien savoir de quel va être le budget pour l'année prochaine. Ça, c'est l'inconvénient de l'offre AREN. Oui, mais le fournisseur d'énergie, lui, il a fait une offre, vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas à aujourd'hui, pas le 15 janvier. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je dis le fournisseur d'énergie, si votre contrat il se termine fin octobre, fin novembre, fin décembre, il vous a fait l'offre maintenant et c'est maintenant que vous devez l'accepter. Vous ne pouvez pas lui dire attendez, moi, on verra ce que vous m'écrivez au mois de janvier. Il ne vous écrira rien de plus au mois de janvier que ce qu'il vous a écrit au mois d'octobre ou de novembre. Pour les petits consommateurs, hein. Pour les gros consommateurs. C'est pour ça que quel que soit le consommateur, en fait, les contrats AREN, c'est que des contrats mathématiques avec des formules et à aucun moment, en fait, votre prix définitif, vous ne le voyez que sur votre facture. Et sur votre contrat, vous ne saurez jamais à aucun moment comment valoriser et comment budgétiser tout ça. Quelle que soit la période que vous signez, même quelqu'un qui signe aujourd'hui, le 8 décembre, il ne sait toujours pas quel va être son prix définitif pour 2023. Alors nous, on peut faire des simulations, mais il y a vraiment tellement de paramètres que, en fait, c'est que on va dire le 31 décembre qu'on peut vous dire l'année prochaine, ça va vous coûter tant. Donc nous, c'est un calcul qu'on sait faire, mais les fournisseurs, ils informent, vous avez la première facture des consommations de janvier qui tombe en février. Donc en fait, vous apprenez en février 2023 quel va être votre budget pour l'année entière. Ça, c'est un peu l'inconvénient. D'où on verra plus tard l'idée d'être accompagné pour anticiper, faire des simulations. À défaut d'avoir une boule de cristal, l'idée, c'est de faire des simulations fourchette haute, fourchette basse pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau. Donc voilà, donc là, je prenais cet exemple pour en revenir à la présentation. Oh là là, ma petite flèche, ça fait 2 points d'interrogation. Donc quelqu'un qui a 1000 MWh, donc 1 giga, ça représente 96 000 € de surcoût par rapport au budget théorique lors de la signature de son contrat.
Donc, c'est des surcoûts extrêmement importants. Là, j'ai pris 70% d'arène, c'est assez classique dans l'industrie. Les prix d'aujourd'hui à 465, donc entre guillemets, tous les gens qui ont de l'arène, vous pouvez tabler à peu près sur un surcoût qui va être entre 80 et 120 euros du mégawattheure. Donc voilà, si vous multipliez par votre consommation, c'est vrai que ça fait peur. Je peux pas regarder, moi j'avais. Oui. Ah oui. Voilà. Donc, partie 3, on va avancer rapidement sur la composante, sur les. Alors, en fait, la composante temps, elle ne va pas impacter de la même façon en fonction du type d'offre que vous souhaitez. Si vous êtes une offre sur les tarifs réglementés, eh ben, en fait, c'est l'État qui décide de votre prix, pas besoin de suivre les marchés. Si vous avez une offre de marché, ben, en fait, 100% de votre consommation va dépendre du moment où vous topez les prix. Donc, si vous topez quand les prix sont à 500 euros du mégawattheure sur le marché, ou si vous topez quand le marché est à 200 euros, ben, vous avez un budget qui passe du simple au double. Pour les offres AREN, bah, comme on l'a vu, il n'y a qu'une petite partie, donc la part qui est non AREN, qui va être achetée sur les marchés à la signature du contrat. Donc en général, ça va être 20, 25, 30, 40%. Donc effectivement, il y a un impact direct qui est relatif par rapport à une offre de marché, mais c'est quand même très important. Et puis dernier point, les offres indexées, bah, là, il n'y a pas besoin de se soucier parce que vous signez aujourd'hui et puis en fait, bah, vous saurez le prix qui vous sera facturé bah, au moment où votre contrat commence, vu que de toute façon, ça va suivre mécaniquement l'évolution des cours. Je vous fais une petite courbe, bah, voilà, parce que ça fait quand même pas de mal de voir ça, de revoir un petit peu a posteriori la claque qu'on a pris. Donc en début 2020, on était à 16 euros du mégawattheure. Aujourd'hui, on est à 141 euros du mégawattheure pour 2023. Comme vous le voyez, il y a des prix par année de livraison. Donc, comme on le disait précédemment, plus la livraison est lointaine, bah, plus les prix sont bas, parce que la crise va surtout toucher le court terme. Donc, voilà un petit peu la catastrophe dans laquelle on se trouve. Sur le gaz, ça a flambé jusqu'à l'été. Depuis l'été, ça s'est un petit peu résorbé, parce qu'effectivement, il y a eu énormément de gaz naturel liquéfié qui arrivait sur le continent européen. Et on a eu, paradoxalement, encore les stockages remplis de gaz russe. Donc, le marché est saturé. Ça a pas mal baissé, mais c'est reparti à la hausse là, depuis novembre. Pour l'électricité, voilà la courbe, bah, ça se superpose relativement bien. Donc, même logique, hein, donc ce qu'on disait en 2020, mégawattheure, c'était à peu près 45 euros. Et vous voyez à l'époque, quand on était en janvier 2020, que vous achetiez l'année N+1, N+2 ou N+3, c'était à peu près au même tarif. Ça, c'était avant la crise. Donc, aujourd'hui, on a vraiment des prix qui sont désynchronisés selon les années de livraison. Donc voilà, donc dernier enjeu pour la partie temporelle, bah, ça va être la durée des contrats. En fait, aujourd'hui, vous avez le choix. Si vous prenez une offre 100% approvisionnée sur le marché ou une offre avec de l'AREN et puis les 30% qui restent à acheter sur le marché, soit vous prenez un contrat de durée courte mais avec un prix très élevé parce que vous voyez que sur le marché 2023, c'est plus cher que 24-25, ou sinon, vous ajoutez des années dans votre contrat pour justement bah, tirer la moyenne pondérée des 2 ou 3 années de contrat vers le bas. Donc, tout dépend en fait, pour savoir ce qui est le mieux, bah, tout dépend déjà de votre philosophie. Est-ce que vous avez besoin de budgétiser la partie électricité et gaz ou pas? Et puis surtout, tout dépend du type d'offre, entre guillemets, que vous allez valider. Voilà, juste pour la réflexion. Aujourd'hui, donc plutôt hier à la clôture, donc l'électricité pour N+1, c'était 465 euros, 328 pour 2024 et 2025 à 202 euros. Donc là, dans ce cas-là, est-ce qu'on prend un contrat d'1 an en espérant que ça baisse et puis qu'on puisse toper un meilleur contrat après? Ou est-ce qu'on se dit, ah bah, j'englobe dès maintenant 3 années dans mon contrat et comme ça, le fournisseur, quand il achète, il fait la moyenne du 465, du 328 et du 202. Du coup, ce sera mécaniquement moins cher qu'un 465 tout seul. C'est un peu ça la question qui se pose aujourd'hui. Et sur le gaz, idem. Avec, alors le gaz, ça va simplement du simple au double entre le N+1 et le N+3. Donc aujourd'hui, les gros sujets qui posent problème, c'est surtout la partie électricité. Voilà, partie 4, je vais faire un petit point rapidement pour vous expliquer quelles sont les possibilités d'accompagnement dans cet environnement un petit peu hostile et imprévisible. Donc bah déjà, on va voir les entreprises qui gèrent en interne. Il y a les entreprises qui travaillent avec les courtiers dits gratuits. Je vais vous expliquer l'envers du décor, vu que nous, de toute façon, on est un peu transparent là-dessus. C'est peut-être ça notre problème, on est trop transparent. La notion de cabinet de conseil, sachant que nous, à titre personnel, limpide, nous, on travaille en tant que courtier et en tant que cabinet de conseil. Donc, on pourra vous expliquer en toute transparence les tenants, les aboutissants.
Donc, en direct, l'avantage, c'est que vous n'avez pas d'intermédiaire à payer. Le gros inconvénient, c'est que c'est une activité qui prend du temps. En amont, parce qu'il faut suivre les marchés tous les jours, les évolutions réglementaires, et puis suivre les nouveaux types d'offres que les fournisseurs mettent sur la table. Avant la crise, tout le monde faisait des offres à prix fixe, c'était très simple, voilà, ça changeait jamais. Aujourd'hui, toutes les semaines, on a un fournisseur qui fait une offre tarabiscotée avec des swaps, des ceci, des cela. Donc, même nous, vous voyez, des fois, on galère un petit peu parce que ça change très, très rapidement sur ce marché. Deuxième point négatif, faut être expert, parce que là, au fur et à mesure que le marché se complexifie, ça devient très compliqué. Et dans le choix des fournisseurs, le fournisseur que vous aviez pris lors de votre dernier contrat, parce qu'il est arrivé en tête de l'appel d'offres, en fait, il ne va pas forcément être le meilleur aujourd'hui. C'est comme le tiercé, le podium change tous les week-ends à Auteuil. Et puis le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il y a 50 fournisseurs. Donc aujourd'hui, si vous demandez à votre responsable achat de solliciter 50 fournisseurs pour avoir une offre, pour avoir 3 offres, même peut-être 6 offres, c'est-à-dire si vous demandez des offres de 1 an, 2 ans, 3 ans en prix fixe et en arène, ça fait 6 offres, et si vous déclinez ça sur 50 fournisseurs, je ne vous cache pas que là, il y a moyen de passer quelques heures de rigolade. Et ensuite, il va y avoir la dimension chronophage lors de la renégociation, parce qu'il faut d'abord créer les relations avec les fournisseurs. Alors, si vous appelez le standard, vous allez avoir le monsieur ou la madame au call center, alors qu'effectivement, selon votre volume de consommation, c'est peut-être des fois mieux d'avoir un responsable grand compte. Voilà. Et donc, par les temps qui courent, les gens sont très peu disponibles. Et puis surtout, le temps de comprendre, décortiquer les offres pour ne pas être, entre guillemets, j'allais dire, le mec en face, son métier, c'est de vendre. Hein. Donc, certes, il y a une notion de conseil, mais n'oubliez pas qu'en face, vous avez un interlocuteur qui veut vous vendre son offre. Et le dernier problème, c'est que si vous vous fiez au conseil des commerciaux chez vos fournisseurs, entre guillemets, chacun va pousser son petit intérêt. Moi, si je travaille, je vous dis une bêtise, chez Total, et puis que j'essaie de vous vendre mon offre, si je fais que des offres à prix fixe en ce moment, je vais vous dire l'arène, c'est vraiment nul, ne prenez surtout pas ça, je vais vous trouver 50 arguments pour casser l'arène et dire qu'il faut du prix fixe. Si je travaille chez un autre fournisseur Tartampion qui fait que des offres arène et pas de prix fixe, je vais vous dire tout l'inverse. Vous voyez, à chaque fois, vous allez avoir un interlocuteur qui va être intéressé. Donc ça, il faut toujours le garder en tête, une logique de vendeur et d'acheteur. Deuxième possibilité, les courtiers gratuits. Alors l'avantage, c'est que ça permet d'externaliser la tâche et sans avoir à payer directement. Alors moi, je vais monter le système un petit peu en 2 temps 3 mouvements, parce que le problème, c'est que la rémunération du courtier, elle est là, et elle va peser sur le prix du consommateur final. C'est inclus dans le prix du mégawattheure que vous allez payer sur votre contrat. Et en fait, c'est le courtier qui choisit sa rémunération. Donc, tiens, vous, je prends 1 euro du mégawattheure, et puis vous, tiens, je suis mal luné, je prends 50. Donc, vous voyez, c'est très arbitraire. Et là où on est sur un milieu pas du tout transparent, c'est que cette rémunération n'est jamais communiquée. Autant, je sais que maintenant, dans le courtier en immobilier, on commence à avoir la transparence pour savoir quelle est la commission du courtier. Là, dans l'énergie, c'est opacité totale. Donc ça, je trouve ça pas terrible. En termes de contrat, il n'y a aucun contrat qui lie le courtier à l'entreprise. Donc, en fait, vous voyez, vous n'êtes pas le client, en fait, mais le produit. Et puis surtout, si on parle en termes de contrat, un courtier, il va avoir accès, il va vendre les contrats de ses fournisseurs partenaires. Donc, en général, il va en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais il n'aura jamais les 50 fournisseurs du marché. Et point très important, un courtier gratuit ne travaillera jamais avec les meilleurs fournisseurs, parce que les bons fournisseurs, ils n'ont pas besoin de courtier pour leur apporter des nouveaux clients. Et par exemple, EDF, qui est le fournisseur historique, ne travaille avec aucun courtier. Ça, je suis formel. Quand vous avez des courtiers qui vous disent « Oh, je vous mets l'offre d'EDF », on verra ça plus tard, c'est ce qu'on appelle les pratiques pas très catholiques. Je vous laisserai en juger, mais très souvent, ce sont des faux prix qui sont communiqués pour que le courtier mette les prix de ses fournisseurs partenaires qui vont le rémunérer et que ça parte pour le fournisseur qui l'arrange le plus. Voilà, donc c'est exactement, voilà, c'est un peu redondant, mais voilà, c'est ce point-là. Et sachant qu'il y a énormément de fournisseurs qui ont des offres très techniques et très qualitatives pour les industriels. Et en fait, ces fournisseurs-là, ils ne passent jamais par des courtiers, outre EDF, parce que les courtiers, en fait, en général, il y a un niveau de technicité qui est très faible. Autant vendre des budgets, vendre des économies avec une ligne 100 000 euros, puis une deuxième ligne 80 000 euros, ça, ils savent faire. Mais la plupart du temps, en termes de technicité, c'est très limité. Donc voilà, on ne recommande pas forcément. Et le point fondamental, c'est que vu que le courtier est rémunéré côté fournisseur, il va pousser toujours déjà la durée la plus longue, parce qu'on verra plus tard comment les rémunérations sont calculées, et puis surtout vers le fournisseur qui lui donne le plus d'argent. On va faire quelques petits exemples
Donc voilà, la conclusion, c'est que vous êtes le produit et non pas le client, ce qui est un petit peu dommageable. Et puis surtout, il y a des pratiques commerciales très douteuses. Comme je vous le disais, tous les courtiers qui n'ont pas de partenariat avec EDF, souvent, ils vont je ne dis pas souvent, mais on voit ça trop souvent, ils vont mentionner des faux prix d'EDF en disant offre estimative EDF hors de prix, et puis regardez, mes fournisseurs, ils sont moins chers. Bon, non, ça, c'est pas du boulot, c'est ce qu'on appelle du vol. Donc voilà, on va faire un petit exemple juste pour vous montrer. Mais un client qui consomme 1000 MWh et qui veut un contrat sur 2 ans, et le fournisseur du courtier va proposer un prix plancher à 500 € du mégawattheure, le courtier il décide de vendre au prix qu'il veut, donc c'est plus de 500. Donc imaginons qu'il va vendre à 530, il va mettre donc 30 € de marge. Et donc sa rémunération, ça va être les 30 € de marge fois le volume annuel, fois la durée du contrat, fois 50%, parce que du coup, ils font moite-moite avec le fournisseur. Donc là, si je prends cet exemple-là, ça fait 30 € de marge fois les 1000 MWh consommés fois 2 ans, fois 50%, puisque c'est réparti entre le fournisseur et le courtier, le gars, il se fait un contrat à 30 000 €. Donc, vous comprendrez aisément pourquoi il y a beaucoup de gens qui vous appellent pour vous proposer des services dits gratuits. Voilà. Désolé, je mets un peu les pieds dans le plat et on n'a plus trop de temps, donc je fais vite. Et vous comprendrez aisément que ce n'est pas le modèle le plus transparent. Et puis, la question fondamentale, imaginons que vous êtes vous-même courtier. Votre client, il a reçu son offre de son fournisseur à 600 €, et puis vous, votre fournisseur, il vous sort un prix plancher à 500, vous le vendez à combien, votre contrat? Vous le vendez à 500 pour être sûr de faire un gros écart, mais vous ne gagnez pas de commission? Ou est-ce que vous le vendez à 595 pour être juste un petit peu moins cher et puis vous mettre une grosse marge dans la poche? Donc, vous voyez, c'est vraiment un système où le prix va être à la tête du client. Et donc, moi, je trouve qu'en 2022, quand on est industriel, qu'on a des gigawattheures, il faut absolument arrêter cette hérésie des courtiers gratuits. Nous, on recommande ça pour les petits consommateurs, hein, pour un boulanger, quelqu'un qui a 100, 200 MWh, c'est super, mais quand il y a des gros enjeux, c'est vraiment pas recommandé. Donc nous, Limpide, on a des systèmes de courtage gratuit, tels que je le blâme, mais on réserve ça aux petits consommateurs, et puis nous, on n'est pas gourmands. Nous, en général, pour être transparent avec vous, la marge moyenne qu'on a pris en 2021, parce qu'on n'a encore pas terminé 2022, en moyenne, on prend à peu près 2 € par mégawattheure. Donc, on marge en moyenne à 4, avec 2 pour Limpide et 2 pour les fournisseurs. Et vraiment, les fournisseurs nous trouvent parfois un petit peu gentils. Voilà, 3 petits points. Donc, je vous laisse imaginer ce que prennent les autres courtiers, et d'où le fait que vous êtes harcelé toute la journée pour des gens qui vous vendent des services gratuits. N'oubliez pas, vous êtes le produit et non pas le client, donc gardez bien ça en tête. Donc, nous, ce qu'on recommande plutôt pour les gros consommateurs, c'est un système de conseil où, effectivement, c'est une prestation payante, mais déjà, la rémunération, elle est transparente, elle est fixée en amont, et elle n'est pas à la tête du client. Vous le voyez sur les contrats. Quand c'est vous qui payez directement, voilà, au moins, vous savez combien ça vous coûte. En termes de contrat, il y a un contrat qui vous lie avec votre consultant. Donc, au moins, vous avez le suivi pendant toute la durée de votre contrat. Vous avez quelqu'un qui vous accompagne. Et quand vous avez des offres ARENH, c'est indispensable de pouvoir mesurer les surcoûts tous les ans, parce que votre courtier gratuit, à part vous vendre les offres, il ne fera pas forcément ce suivi-là. L'accès à tous les fournisseurs du marché, ça c'est vital, surtout en période de crise où il y a de moins en moins de fournisseurs qui prennent de nouveaux clients. Et l'indépendance. Quand on est payé par le client, on est là pour raboter les marges du fournisseur, contrairement au courtier gratuit qui, lui, est de mèche avec lui. Et en termes d'offres, nous, en fait, on demande nos offres aux responsables grands comptes. Chez tous les fournisseurs, entre l'offre faite par le mec en bas de la pyramide au call center et le responsable grand compte de votre département, c'est le jour et la nuit. En termes de prix et en termes de type d'offre. Parce que souvent, nous, on peut dégainer des offres plus techniques que le commun des mortels. Voilà. Donc, effectivement, c'est un petit budget, mais plus les budgets d'électricité explosent, plus avoir un consultant, ça va représenter 1% de votre budget d'électricité. Donc, honnêtement, c'est plutôt ce qu'on recommande, parce que le courtage gratuit, voilà, c'est pas terrible. Dernier point, on va faire un point très rapide sur les pistes d'optimisation contractuelle, parce que là, on parlait vraiment de la partie achat. Donc, je vais vous remettre très, très vite les possibilités. Il y a la CSPE, la taxe sur l'électricité. Si vous êtes éligible, vous pouvez avoir un remboursement du trop payé de la taxe depuis le 1er janvier 2020. Donc, vous avez 3 années de remboursement. Et il faut faire les dossiers avant la fin de cette année. Donc, n'hésitez pas, si certains d'entre vous ne savent pas ce dont on parle, on peut regarder rapidement, gratuitement et sans engagement si vous êtes éligible, parce que ça peut représenter des enjeux très importants. 15 à 22,50 € par mégawattheure pour la CSPE. Et donc, ça, vous avez… oui, alors je dis 3 ans, en fait, c'est 2 ans.
parce que l'État a mis tout le monde au taux réduit le plus faible depuis février 2022. Donc, en fait, il n'y a que 2020 et 2021 à récupérer. Ça fait quand même 2 années. Donc, quelqu'un qui consomme 1000 MWh et qui se fait rembourser 15 euros, ça fait 15 euros fois 1000, 15 000 euros. Si vous avez 2 ans éligibles, ça vous fait 30 000 euros de trésorerie. Donc, c'est énorme. Ceux qui ne l'ont pas fait, vraiment, il faut absolument regarder si vous êtes éligible. Idem, il y a la même chose sur le gaz naturel. C'est ce qu'on va appeler la TICGN, taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. Là, les enjeux sont moindres, puisque la TICGN, elle est déjà à un niveau plus faible. Donc, les remboursements, ça va être de 6 euros et des brouettes à 8,43 €. Donc, si vous avez des grosses consommations en giga, les critères d'éligibilité sont beaucoup plus stricts que sur l'électricité. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué de vérifier l'éligibilité parce qu'on ne parle pas seulement de l'activité principale, mais également des usages du gaz. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas. Si vous avez une question là-dessus, on pourra vous accompagner et vous dire s'il y a une chance que vous soyez éligible ou pas. Et idem, il y a un effet rétroactif. Et dernière optimisation possible, c'est ce qu'on appelle l'optimisation du TURP en électricité, donc le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, où en fait on peut un peu rebidouiller les modalités d'acheminement pour tirer les coûts vers le bas. Donc quand aujourd'hui le marché est à 500 € du mégawattheure, c'est vrai que si on vous gratte quelques euros sur le TURP, ça va être un peu marginal, mais c'est toujours bon à prendre. Et le dernier point, alors ça concerne uniquement le gaz naturel, c'est l'optimisation des capacités journalières de livraison. Donc ça va concerner les compteurs qu'on appelle T4, donc ceux qui ont des capacités journalières de livraison. Donc c'est un espèce de débit maximum où vous payez en fait un frais fixe pour avoir accès à un débit théorique de tant de mégawattheures par jour. Et vous pouvez, entre guillemets, un peu jouer là-dessus pour faire baisser la partie fixe de vos coûts d'acheminement. Je ne rentre pas dans les détails, mais gardez en tête que les T4, donc les consommateurs qui ont plus de 4-5 gigas en gaz, peuvent potentiellement jouer sur cet aspect-là. Voilà, les optimisations autres, je vous les fais en speed parce qu'il est 16h30. Vous me dites, Jean-François, si jamais je déborde, là je pense qu'on en a pour 5 minutes pour terminer tout ça. Donc valoriser les capacités. Ok, n'hésitez pas à me censurer. Et donc voilà, valoriser les capacités d'effacement. Si vous avez des grosses puissances de compteurs, vous pouvez être subventionné par des sociétés spécialisées ou Enedis pour, entre guillemets, décaler votre consommation, c'est-à-dire quand vous avez une alerte, vous allez fermer votre usine tel jour et puis vous décalez votre production un autre jour. Et vous avez des rémunérations qui peuvent, on parle en dizaines de milliers d'euros, si vous avez une grande flexibilité. Je ne rentre pas dans les détails, c'est super technique, ça mériterait d'en parler 1 heure. Mais voilà, si vous avez une puissance de compteur, on va dire de plus de 1000 kW, là, ça peut être intéressant de regarder, et si vous avez la possibilité d'être flexible. Parce que si vous avez votre process, vos machines et votre personnel qui sont organisés et qu'on ne peut rien décaler, de toute façon, la question ne se pose pas. Deuxième point, réorganiser sa production sur les heures creuses et sur les heures d'été. Donc, selon les offres d'électricité, il y en a qui vous font le même prix tout au long de l'année, d'autres vont vous faire un prix super élevé en heures pleines et en hiver, et ensuite des heures moins chères en heures creuses et en été. Donc, si vous avez ce modèle-là, vous pouvez un peu réorganiser votre production et passer le carnet de commandes sur l'été et sur les heures creuses. La partie autoconsommation, là en ce moment, ce qu'on recommande à tout le monde, et n'hésitez pas à nous solliciter, alors nous on ne travaille pas là-dessus, mais on a des partenaires très calés sur la partie photovoltaïque. À terme, quand on voit un marché à 500 € du mégawattheure, c'est vrai que si vous avez votre autoproduction, ça peut beaucoup aider. Autre point, le financement des machines à économie d'énergie via le mécanisme des C2E. Si vous utilisez par exemple, je ne sais pas, dans votre métier, je ne connais pas spécialement, mais moi je travaille beaucoup dans la plasturgie avec des presses à injection, si vous prenez des modèles plus modernes qui permettent d'économiser de l'énergie, vous pouvez être financé à hauteur de 10, 20, 30, 40, 50% par l'État. Donc ça, il faut le garder en tête. Et enfin, dernier point, c'est mon tout dernier, c'est quelques sujets en vrac qui vont nous parler pour 2023. Donc le premier sujet, les coupures. Est-ce que vous allez être concerné? De toute façon, comme je vous le disais, alors désolé, je ne fais pas de la politique ici, mais je pars du principe que qu'on soit gouverné par gauche, droite, vert, jaune, rouge, de toute façon, on a des gens qui ne savent pas ce qui va se passer dans 2 semaines. Donc ça, on va rester sur cette idée-là. Et puis tout dépendra de toute façon de ce qui se passe au niveau de la consommation et de la production. Donc là, c'est un grand mystère. Et puis de toute façon, s'il y a des coupures, j'imagine ce sera par quartier. Alors là, je ne suis pas du tout spécialiste, mais ça, vraiment, on ne peut a priori pas le savoir. Alors, a priori, il y aura des alertes quand il faudra délester certaines zones géographiques. Donc, a priori, vous seriez alerté quelques jours avant. Bon, on découvrira un petit peu tout ça, j'imagine, au pied du mur.
Oui. Non, la première prévision, c'est 3 jours et la confirmation, c'est le soir à 17h. D'accord. Ouais. Ah, d'accord, moi je pensais que c'était 3 jours. Vous voyez, c'est encore un peu plus strict. Ouais, donc j'allais dire, si vous êtes concerné, je vous plains. Et puis le problème, c'est surtout, voilà, autant le personnel, on peut le mettre en chômage technique quelques heures, voilà. Le problème, c'est les machines, certaines. Moi, je travaille avec des clients qui notamment cuisent des produits dans des fours très longs à lancer. Il y a des fours, en fait, ça prend des jours à lancer, quoi. Donc là, le fait de couper comme ça du jour au lendemain, même si la coupure, ça dure 2 heures, en fait, on pénalise une semaine de production. Donc ça va être la cata. Au niveau des aides, je passe en speed. Il y a la première aide, c'est pour ceux pour lesquels l'énergie représente 3% du chiffre d'affaires et qui ont subi un doublement du prix de l'électricité et ou du gaz. Donc là, vous avez des aides à solliciter auprès de l'État. Je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu technique, une question de période de référence pour calculer les surcoûts, les chiffres d'affaires, etc. Donc il y a ça. Va être mis en place l'amortisseur, ce qui super le nom, l'amortisseur électricité. On ne sait pas trop ce que ça va amortir. Apparemment le prix. Donc à la base, l'État devait subventionner ce qui dépasse 325 € du mégawattheure. Et puis là, on a eu un communiqué récemment, donc ils ont baissé la barrière, ça va être autour des 180 € du mégawattheure. Donc ce qui dépasse, une partie qui va être prise en charge. Bon, comme d'habitude, nous on entend tout et son contraire depuis maintenant des mois. Et puis de toute façon, je pense que sur ce mécanisme-là, c'est votre fournisseur qui appliquera directement les directives de l'État. Donc entre guillemets, il n'y a pas grand-chose à faire. Les faillites de fournisseurs. Alors là, gros problème, parce que si votre fournisseur fait faillite, entre guillemets, votre contrat va être cassé et il faudra en reprendre un nouveau dans les conditions actuelles du marché. Donc, si vous avez un prix fixe signé à l'époque du Covid pendant encore quelques mois et que demain votre fournisseur fait faillite, voilà, toute votre couverture et toute votre sécurisation, elle fait plouf. Et il faut reprendre un nouveau contrat qui peut faire très mal. Donc ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, en France, on est très bien préservé de ce risque. Il n'y a que, de mémoire, 1 ou 2 fournisseurs qui ont fait faillite. Par rapport à ce qui se passe en Angleterre ou en Allemagne ou dans d'autres pays, honnêtement, on s'en sort très bien. Donc ça, on va dire, ce n'est pas le problème fondamental. Sujet pour 2023, la politique commerciale des fournisseurs. Aujourd'hui, sur 50 fournisseurs, selon le type de compteur que vous avez en électricité ou en gaz, autant il y a 2 ans, tout le monde se battait pour faire des offres. Aujourd'hui, il n'y a plus que 3 ou 4 fournisseurs qui acceptent de prendre des nouveaux clients. Alors, si votre entreprise est mal notée, on va vous mettre des dépôts de garantie, mais des dizaines de milliers d'euros qui vont couvrir 1, 2, 3, 4 mois de consommation. Donc ça, en ce moment, les entreprises en difficulté, elles vont être encore plus en difficulté pour financer des dépôts de garantie. Les fournisseurs, vu qu'ils savent qu'il y a beaucoup moins de concurrence, parce qu'il y a beaucoup moins de fournisseurs concurrents qui veulent prendre des parts de marché, du coup, ils se sentent en toute impunité. Vu que c'est le commercial qui a la main sur la marge, si moi je suis, je ne sais pas, je vous dis une bêtise, je suis le vendeur du fournisseur A et je sais que aujourd'hui, sur votre compteur, il n'y a que le fournisseur Z qui peut faire une offre et que vous avez très peu de chances de l'avoir sollicité, moi, entre guillemets, en termes de marge, j'allais dire vulgairement, je risque de vous éclater parce que je sais que je suis en quasi-monopole. Donc là, les marges remontent. Et ça, c'est le consommateur final qui va trinquer. En dépit des chartes de bonne conduite signées à Bercy et par tout le gratin, moi, je vous dis, je vois ça le matin, midi et soir. Il n'y a rien de ce qui a été signé qui ne s'applique, à part peut-être 1 ou 2 fournisseurs un petit peu plus vertueux. Mais en tout cas, globalement, j'allais dire, ça a eu l'effet d'un pet souris dans notre activité quotidienne. Voilà. Et dernier point, l'évolution des prix. Alors là, on ne va pas rentrer dans la géopolitique et dans les prévisions, mais moi, il y a un sujet qui est très important. Le stockage du gaz. Cette année, on a eu des prix qui ont explosé à cause du conflit, à cause de la guerre en Ukraine. N'oublions pas qu'on a réussi à remplir notre stock de gaz grâce au gaz russe, qui était certes hors de prix, mais qui était présent physiquement. L'année prochaine, on va devoir remplir nos stocks de gaz sans le gaz de Russie. Et on part du principe qu'une fois que l'hiver, dès qu'on va être en mars 2023, dès que l'hiver passe, on va commencer à remplir les stocks de gaz pour l'hiver prochain. Et donc là, sans la Russie, il va y avoir une énorme tension parce que du coup, il va falloir qu'en Europe, on trouve des fournisseurs de gaz naturel pour combler les 40% qu'on n'aura pas de Russie. Et donc là, je peux vous dire qu'à partir du printemps 2023, ça risque de tanguer très fort sur le gaz. Donc avec un impact sur l'électricité, évidemment. Le seul petit point positif, c'est que là, le parc nucléaire français, à l'heure où on parle, c'est la catastrophe. Il y a à peu près la moitié des réacteurs qui ne marchent pas.
j'allais dire, ça peut pas être pire. Donc, en espérant que ce soit mieux, voilà, par définition. Donc, on s'attend à ce que les prix éventuellement baissent un petit peu là jusqu'au début d'année 2023, mais attention à l'effet stockage du gaz sans la Russie, ça va faire très mal. Donc, soyez vigilants sur le suivi des prix. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails pour qu'on puisse passer à la phase question-réponse. Voilà, donc je ne sais pas comment on fait pour les questions-réponses, combien de temps on se donne, mais en tout cas, allez-y et je vais essayer d'y répondre au mieux. Je vais prendre un verre d'eau pendant ce temps-là. Moi, j'avais juste une question dans les critères de choix des providers. On parle beaucoup de prix. Est-ce que vous intégrez d'autres critères de risque comme je sais pas, la rupture d'appro, la qualité du n'importe quoi, je sais rien, mais la tension ou quoi que ce soit. Enfin, non, c'est juste le prix, il n'y a rien d'autre. Alors, on peut répondre à cette question par oui et par non. Alors, pour la plupart des consommateurs, c'est le prix, le prix, le prix. Moi, je trouve à titre personnel qu'il faut aller au-delà du prix. Premièrement, déjà, il y a la stabilité du fournisseur. Parce qu'encore une fois, si vous avez un super prix et que votre fournisseur il fait faillite dans 3 mois, bon, bah, ce ne sera pas un choix gagnant. Il y a tous les services qui vont être importants, tous les services de suivi de votre consommation. Il y a également des fournisseurs qui vont vous permettre tout un tas de dispositions flexibles, du type des délais de paiement rallongés, possibilité d'avoir de l'électricité verte. Alors, quand le mégawattheure il coûtait 60 €, c'était un peu embêtant de payer 65 pour avoir de l'électricité verte. Quand le mégawattheure il est à 450, payer 455 pour avoir de l'électricité verte, c'est pas mal. Et selon les fournisseurs, il y en a qui vont avoir de l'électricité verte qui vient de, on ne sait pas, qui vient de zone Europe, qui vient de France. Et donc là, pour votre communication d'entreprise, puis vos normes, etc., avoir un fournisseur qui a un bon approvisionnement en électricité verte française, ça peut être un gros point. Il y a aussi des fournisseurs qui vont vous mettre vraiment tout un tas d'outils sur votre espace client pour piloter votre consommation. Certains vous mettent des alertes quand vous dépassez la puissance souscrite. Certains vous mettent des alertes par SMS quand justement il y a un risque de coupure le lendemain. Donc vous voyez, cette notion de service, faut la prendre en considération. Et effectivement, quand vous avez un fournisseur 1 et un fournisseur 2 avec 15% d'écart sur le budget TTC, entre guillemets, il faut aller au moins cher, même s'il n'y a pas de service, alors que l'autre a des services très exhaustifs. Par contre, si les écarts sont ce qu'on constate sur le marché, des écarts de l'ordre de quelques euros par mégawattheure, là, pour moi, le service, il faut absolument le prendre en considération. Après, tout dépend vraiment de la gestion de l'entreprise. Il y a des gens qui ont besoin de services et qui savent, entre guillemets, valoriser ces services, et d'autres qui n'en ont pas besoin. Donc, pour eux, c'est le prix, le prix, le prix. Merci. Je vous en prie. Un point, François, que j'ai peut-être mal saisi, c'est quand vous nous montrez le tarif N+1 à 500, puis 300, puis 200, quelqu'un qui contracte aujourd'hui ou qui peut, parce que tous les fournisseurs ne le proposent pas, mais qui contracterait ces 3 ans couverts, il paye 200 pour les 3 ans ou il paye la moyenne des 3? Il a dit tout à l'heure, c'est la moyenne. Très bonne question, c'est la moyenne parce qu'en fait, le fournisseur, il achète chaque année indépendamment sur le marché. Donc, je fais simple, une année à 500, une année à 300, une année à 200. Et donc, du coup, ça vous fait une moyenne du coup autour des 300 € et quelques. Donc, d'où l'intérêt de rajouter des années de contrat. Alors après, très bonne question parce qu'il y a des fournisseurs qui ne peuvent pas vous faire ce lissage-là et cette moyenne pondérée et qui en fait vont vous faire un contrat où vous allez avoir un prix, si le marché est à 500 € pour l'année prochaine, le prix de vente, ça va être 550 et vous allez avoir un prix de vente différent par année de livraison. Et donc, vous allez avoir un prix très élevé au niveau de votre facture en 2023, un prix encore plus faible en 2024 et un prix encore plus faible en 2025. Donc, il y a ceux qui lissent, qui font vraiment une moyenne des X années pour la livraison, et puis ceux qui vont vraiment vous facturer avec un prix année par année. D'accord. Merci. Parfait. Que le kilowattheure l'électricité était indexée sur le gaz. Et il n'y a pas de discussion actuellement pour désindexer cela au niveau de l'Europe? Alors effectivement, il y a des solutions. Alors déjà, petite remarque personnelle, mais le premier bouclier tarifaire a été sorti en septembre 2021.
à part distribuer de l'argent, structurellement, il n'y a rien qui a été fait depuis, ce qui est un petit peu affligeant à mon sens. Et deuxième point, pour répondre très concrètement à votre question, il est possible de désindexer le prix de l'électricité sur le gaz, mais vu que c'est un mécanisme au niveau européen, en gros, c'est ce que je dis souvent moi à mes clients, regardez combien de temps ça a pris au Royaume-Uni pour sortir de l'Union européenne. Bon, imaginez que c'est un peu le même bazar pour réorganiser le marché de l'électricité. Je ne sais pas si ça vous donne une réponse positive. L'Espagne et le Portugal. L'Espagne et le Portugal le font. Oui, alors ils le font parce qu'ils ont bénéficié d'une dérogation. Parce qu'en fait, ils arrivent en bourse, donc ils sont beaucoup moins dépendants du gaz russe. Et puis, eux, c'est vraiment un cas particulier. Et en tout cas, moi, c'est ce que je souhaiterais pour la France. Mais la question après, c'est comment réorganiser le marché pour que vraiment les prix soient dépendants non plus de la dernière unité qui produit de l'électricité, à savoir les centrales au gaz, mais que ce soit un autre élément de référence. Et ça, alors, il y a le marché américain qui fonctionne sous une autre modalité, le marché japonais. Donc, en gros, il faut idéologiquement penser qu'est-ce qu'on veut comme sur le marché. Et ça, entre guillemets, c'est entre la balle et entre les mains je veux dire des politiques français, non, plutôt des responsables au niveau de l'Union européenne. Et franchement, c'est laborieux. Puis moi, pour l'instant, c'est pas. Enfin, je vous dis, la crise de l'électricité, on l'a bien avant la guerre en Ukraine. Hein, ça fait 1 an et demi quasiment qu'on la mange. Vous voyez, il se passe rien, quoi. Donc, allez, partons du principe que ça va encore durer un petit peu. Qui est bénéficiaire exactement de ces augmentations de prix considérables? Alors, ceux qui en profitent, ce sont non pas les fournisseurs. Donc, c'est pour ça, n'engueulez jamais votre fournisseur quand il vous présente un prix à 500 € du mégawattheure. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est vraiment les producteurs. Parce qu'en fait, pour vous la faire simple, quand aujourd'hui une centrale produit 1 mégawattheure pour 2023, elle va le vendre au prix du marché. Donc, en fait, si le marché est à 500 €, parce que c'est le prix du gaz qui fait que le mégawattheure d'électricité est à 500 €, en fait, la centrale continue à produire un mégawattheure qui va lui coûter 50, 60, 70 €, mais elle va le vendre à 500 parce que c'est le marché qui veut que le prix soit déterminé par le prix du gaz. Donc, en fait, c'est eux qui s'en mettent, entre guillemets, un peu plein les fouilles. Et c'est là-dessus que l'État est en train d'apposer une taxe sur les producteurs d'électricité pour plafonner leurs revenus et ensuite redistribuer ça sous forme d'aide. Mais du coup, le dispositif qu'on a vu juste avant sur l'énergie nucléaire, qui paye la différence? Parce que là, à l'heure actuelle, il y a 42 € pour acheter des térawattheures de nucléaire. Alors, en fait, déjà, historiquement, ce 42 € du mégawattheure, il a été déterminé par l'État français parce que c'est censé être le coût de revient, donc le prix que ça coûte de produire 1 mégawattheure d'électricité en prenant en compte la partie opérationnelle et les amortissements du parc nucléaire. Donc, c'est pour ça que quand on voit que théoriquement, un mégawattheure, c'est 42 € et que sur le marché, ça se vend à 500, là, vous voyez vraiment la déconnexion. Et ça, c'est en cela que EDF, en ce moment, est en train de lutter en disant « Ah voilà, nous, l'Arenh, on le propose à 42 € du mégawattheure parce que c'est l'État qui décide. » Alors qu'en fait, si on vendait notre production de 100 TWh sur le marché, on gagnerait 500 au lieu de gagner 42 € sur ces 100 TWh. Donc, il y a un vrai sujet de société. 100 TWh, ce n'est pas leur production. Leur production, c'est 4 fois ça. Donc, ils vendent les 3/4 de leur production au prix de marché à 10 fois le prix. Ils ne vendent que le tiers de la production à 42 €. C'est ça. Alors après, je vous passe les mécanismes, mais c'est pour ça qu'EDF, en ce moment, c'est un fournisseur qui retrouve un petit peu la joie de vivre au niveau commercial. C'est que eux, du coup, ils arrivent à être beaucoup plus compétitifs que les concurrents qui, eux, achètent 100% sur le marché. Parce que EDF, il y a une partie qu'ils achètent sur le marché et puis une partie qui produisent. Enfin, il y a des tambouilles comme ça. Et en gros, le fournisseur historique a un petit coup d'avance par rapport aux autres qui achètent tout sur le marché. Là, EDF, demain, ils remettent toute leur centrale nucléaire en route. C'est bingo, quoi. Ouais. Et moi, c'est en ça que je suis assez inquiété parce qu'en fait, le problème, c'est que le nucléaire, ça fait depuis 30 ans que c'est délaissé en France. On a des hommes qui nous disent il faut que tout redémarre le mois prochain. Il faut que, je ne sais pas ce que ça veut dire. On connaît, pas de problème. Les actionnaires, c'est pareil. C'est très sympa de donner des ordres, mais après, à un moment, si ça ne suit pas, ça ne sert à rien de faire croire aux gens qu'on va relancer la bécane.
problème en France, c'est qu'on manque cruellement de gens qualifiés pour relancer les centrales, parce qu'il y a des problèmes techniques et de formation de personnel. Et vu qu'on ne met pas d'argent dedans depuis 30 ans, parce que c'est pas bien, alors moi je ne juge pas, c'est même pas mon sujet, mais du coup, en fait, on n'a plus le personnel, on n'a plus le calendrier de maintenance, on n'a plus les outils, on n'a plus rien. Donc après, on a juste des politiques qui disent le mois prochain, tout va bien marcher. Bon, ce qui a été annoncé il y a 2 mois, en fait, ça fait plouf, quoi. C'est clair, merci. Très bien. Parfait. Jean-François? C'est presque devenu limpide.